Pourquoi Glorfindel, l'un des êtres les plus puissants de la Terre du Milieu, n'a jamais rejoint la communauté, alors que Gandalf, lui, en faisait partie? Glorfindel n'est pas qu'un simple elfe, c'est un seigneur de la Première Âge, revenu de la mort, dont la seule présence faisait trembler les Nazgûl. Pour beaucoup de fans, il aurait été l'arme parfaite contre Sauron. Et pourtant, il reste à l'écart. Pendant ce temps, Gandalf, un être tout aussi ancien et puissant, marche aux côtés de Frodon. Alors, pourquoi l'un est jugé trop puissant et pas l'autre? La réponse n'a rien à voir avec la force brute, mais avec la véritable nature de la mission. Pour comprendre pourquoi Glorfindel était considéré comme trop puissant, il faut revenir à ce qu'il est réellement et surtout à ce qu'il représente dans l'histoire de la Terre du Milieu. Glorfindel n'est pas un elfe ordinaire, il est un seigneur elfique de la Première Âge, une époque mythique où les elfes combattaient directement les serviteurs de Morgoth, bien avant l'ascension de Sauron. Il a affronté des Balrogs, mené des armées et vécu des guerres d'une ampleur que la Troisième Âge n'a jamais connue. Sa puissance n'est pas seulement martiale, elle est ancienne, profonde, presque primordiale. Mais ce qui rend Glorfindel véritablement unique, c'est qu'il est mort et qu'il est revenu. Lors de la chute de Gondolin, Glorfindel se sacrifie pour sauver des innocents, combattant un Balrog dans un duel légendaire. Peu d'êtres dans toute l'œuvre de Tolkien peuvent se vanter d'un tel exploit. Après sa mort, son esprit traverse les cavernes de Mandos, et contrairement à la majorité des elfes, il est jugé digne d'être renvoyé en Terre du Milieu depuis Valinor. Ce retour n'est pas anodin, il marque une élévation spirituelle. Glorfindel revient transformé, renforcé, presque sanctifié par les Valar eux-mêmes. Dans la Troisième Âge, Glorfindel n'est donc plus seulement un grand guerrier elfique, il est décrit comme un être à la présence lumineuse, presque irréelle. Tolkien laisse entendre qu'il possède une nature proche de celle des Maillars, ces esprits divins qui incluent Gandalf, Saruman ou Sauron. En d'autres termes, Glorfindel marche encore parmi les peuples libres, mais il n'appartient plus tout à fait à leur monde, et ses ennemis le savent. Lors de la fuite vers Foncombe, quand les Nazgûl poursuivent Frodon, ils ressentent immédiatement la présence de Glorfindel, non pas comme une simple menace, mais comme une force écrasante. Dans le monde invisible, celui que perçoivent les porteurs de l'anneau, Glorfindel apparaît comme une flamme blanche, éclatante, presque insoutenable. Les Nazgûl, pourtant anciens rois corrompus par Sauron, le craignent. Ils ne l'attaquent pas frontalement. Ils reculent. Ce détail est crucial, car si les serviteurs de Sauron peuvent percevoir Glorfindel avec une telle clarté, alors Sauron lui-même le pourrait aussi. Une présence aussi lumineuse, aussi puissante, ne peut pas voyager discrètement. Glorfindel n'avance pas dans l'ombre, il la dissipe. Et dans une mission où le secret est la seule véritable arme, cela devient un danger. La présence de Glorfindel au sein de la communauté aurait agi comme un phare dans la nuit. Chaque pas, chaque bataille, chaque choix aurait attiré l'attention de l'œil. Sauron ne cherche pas seulement l'anneau, il traque aussi les forces capables de le défier, et Glorfindel fait partie de ces forces. Sa simple implication aurait pu révéler trop tôt l'importance réelle de la mission. C'est là toute la tragédie de sa puissance. Glorfindel est trop grand pour un plan fondé sur la discrétion, trop éclatant pour une guerre qui doit rester invisible. Il incarne un âge ancien, une lutte frontale entre lumière et ténèbres. Or, la guerre de l'anneau n'est pas faite pour les héros éclatants, mais pour ceux qui savent passer inaperçus,
Pour saisir pleinement pourquoi Glorfindel ne pouvait pas faire partie de la communauté, il faut comprendre la nature exacte de la mission qui lui était confiée. Car le voyage de Frodon n'est pas une guerre classique. Ce n'est pas une quête de conquête, ni une marche héroïque destinée à affronter Sauron sur un champ de bataille. C'est au contraire une mission fondée sur le secret, la patience et l'effacement. L'objectif réel n'est pas de vaincre Sauron par la force, mais de le priver de son pouvoir sans qu'il ne s'en rende compte trop tôt. Détruire l'anneau unique est un acte presque impensable pour l'ennemi. Sauron ne peut concevoir que quelqu'un renonce volontairement à un tel pouvoir. Toute sa stratégie repose donc sur une idée simple. Si l'anneau est retrouvé, il sera utilisé, jamais détruit. C'est précisément cette certitude qui rend le plan possible. La communauté de l'anneau n'a pas vocation à être visible. Elle n'est pas composée des plus grands rois ou des plus puissants seigneurs de la terre du milieu. Elle est volontairement modeste, presque fragile. Un rôdeur sans royaume, un nain isolé, un elfe loin de son peuple et surtout 4 hobbits. Des êtres que Sauron juge insignifiants, indignes de son attention. Dans ce contexte, la présence de Glorfindel aurait été catastrophique. Un être aussi lumineux, aussi chargé de puissance ancienne, ne peut pas se fondre dans le décor. Glorfindel ne traverse pas le monde en silence. Il le marque. Là où il passe, les forces de l'ombre sentent quelque chose d'anormal, d'inquiétant. Sa présence aurait transformé une mission discrète en signal d'alarme permanent. Chaque Nazgûl, chaque espion de Sauron, aurait compris que quelque chose de capital était en jeu, et surtout, elle aurait changé la nature même de la quête. Car user de la force contre Sauron est exactement ce que l'anneau encourage. L'anneau promet la victoire, la domination, la capacité d'imposer sa volonté au monde. C'est ainsi qu'il a corrompu les plus grands. Des rois, des sorciers, des héros animés, des meilleures intentions. Affronter Sauron avec des champions trop puissants, c'est jouer selon ses règles. Et dans ce jeu-là, il gagne toujours. Tolkien insiste sur un point fondamental. Le mal ne se combat pas uniquement par la puissance, mais par le refus de l'utiliser. La victoire ne vient pas d'un affrontement direct, mais d'un choix moral, presque invisible. Et ce choix ne peut être porté que par ceux qui ne désirent pas le pouvoir. C'est là que les hobbits entrent en scène. Petits, discrets, profondément attachés aux choses simples, ils incarnent exactement ce que Sauron ne comprend pas. Ils ne cherchent ni gloire, ni domination. Leur force réside dans leur humilité, leur résilience et leur capacité à avancer sans attirer les regards. Dans le grand dessein des Valar, ce ne sont pas les plus puissants qui doivent sauver le monde, mais les plus résistants à la tentation. La communauté n'est donc pas une armée, c'est un voile, un mouvement silencieux à travers un monde en guerre. Et dans une telle mission, chaque éclat de lumière trop intense devient un danger. Glorfindel, malgré sa noblesse et sa pureté, appartient à une autre forme de combat, un combat ancien, frontal, héroïque. La guerre de l'anneau, elle, exige autre chose, marcher dans l'ombre et laisser le destin du monde reposer sur ceux que personne ne regarde. Si Glorfindel était trop puissant pour la nature même de la quête, alors une question s'impose naturellement. Pourquoi Gandalf, lui, peut-il accompagner la communauté sans compromettre la mission ? Après tout, Gandalf n'est pas un simple vieil homme errant. Sa véritable nature est bien plus profonde et bien plus dangereuse. Gandalf est un Maya, un esprit immortel issu du même ordre que Sauron lui-même. Avant de fouler la terre du milieu, il existait déjà au commencement du monde, au service des Valar. En termes de puissance brute, Gandalf dépasse largement la majorité des êtres vivants de la troisième âge, et pourtant, il est autorisé à marcher aux côtés de Frodon,
là où Glorfindel doit rester en retrait. La différence ne réside pas dans ce qu'il est, mais dans ce qui lui est interdit de faire. Lorsque les Istari sont envoyés en Terre du Milieu, ils le sont sous des règles strictes. Leur mission n'est pas de dominer les peuples libres, ni de les sauver par la force. Ils ne doivent pas rivaliser directement avec Sauron, ni imposer leur volonté au monde. Leur pouvoir est volontairement voilé, limité, enfermé dans une forme mortelle, sujette à la fatigue, à la douleur et même à la peur. Gandalf ne peut pas agir comme une divinité descendue parmi les hommes. Il ne peut pas écraser ses ennemis par sa seule présence, ni révéler pleinement sa nature sans rompre l'équilibre voulu par les Valar. Là où Glorfindel irradie naturellement une puissance visible, Gandalf avance masqué. Il peut passer inaperçu, il peut se tromper, il peut échouer, et c'est précisément ce qui le rend compatible avec la mission. La clé réside dans cette limitation fondamentale. Gandalf ne peut pas imposer le bien par la force, il ne peut qu'orienter, conseiller, éveiller le courage et la sagesse chez les autres. Son rôle n'est pas d'être une arme, mais un catalyseur. Il ne gagne pas les batailles à la place des peuples libres. Il leur donne les moyens de les gagner eux-mêmes. On le voit tout au long de la quête. Gandalf ne porte pas l'anneau, et il refuse catégoriquement de le faire. Il sait que sa puissance, combinée à celle de l'anneau, serait catastrophique. Même animé des meilleures intentions, il deviendrait un tyran, convaincu d'agir pour le bien. Cette lucidité est l'une de ses plus grandes forces. En tant que membre de la communauté, Gandalf agit comme un stratège et un mentor. Il relie des mondes qui s'ignorent, pousse les bonnes personnes à se rencontrer et disparaît souvent au moment crucial pour laisser les autres faire leurs propres choix. Sa sagesse réside dans sa retenue, pas dans l'étalage de sa puissance. Contrairement à Glorfindel, Gandalf n'attire pas l'œil par ce qu'il est, mais par ce qu'il fait, et encore, rarement de manière frontale. Il agit dans les marges, dans les interstices du destin. Là où Glorfindel représente la lumière éclatante d'un âge ancien, Gandalf incarne une flamme fragile, mais persistante, capable d'allumer d'autres feux sans jamais consumer le monde. C'est cette humilité imposée, cette puissance volontairement bridée, qui fait de Gandalf le compagnon idéal pour une quête fondée sur le sacrifice, le libre arbitre et l'espoir. Au terme de ce voyage, la réponse devient claire. Si Glorfindel et Gandalf incarnent tous deux une immense puissance, ils ne sont pas faits pour la même histoire. La différence entre eux ne se mesure pas en force, en sagesse ou en ancienneté, mais en rôle. Glorfindel est un héros d'un autre âge. Il appartient à un temps où le mal se combattait à visage découvert, où la lumière affrontait les ténèbres dans des batailles titanesques. Sa puissance est pure, éclatante, indéniable, mais précisément pour cette raison, elle est visible. Elle attire l'attention. Elle annonce la guerre avant même qu'elle ne commence. Gandalf, lui, est une figure du seuil. Il marche entre les mondes, entre puissance et faiblesse, entre savoir et doute. Là où Glorfindel représente ce que l'on est, Gandalf incarne ce que l'on choisit de faire ou de ne pas faire. Il pourrait imposer, mais il s'en abstient. Il pourrait dominer, mais il guide. Sa force réside dans la retenue. Et c'est ici que Tolkien délivre l'un de ses messages les plus profonds. Dans Le Seigneur des Anneaux, la victoire ne revient jamais à ceux qui frappent le plus fort. Elle appartient à ceux qui refusent la tentation de la force absolue. L'anneau ne corrompt pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il promet une solution simple, imposer le bien par la domination. Or, Tolkien nous montre que cette voie mène toujours à la ruine. La véritable grandeur se cache ailleurs.
Elle vit dans les choix silencieux, dans les actes modestes, dans le courage de continuer sans gloire. Les hobbits ne sauvent pas le monde parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont résistants. Ils tombent, doutent, ont peur et avancent quand même. Là où les grands héros risqueraient de vouloir contrôler le destin, eux se contentent de le porter, pas à pas. Glorfindel aurait été un champion éclatant, Gandalf un chef de guerre redoutable. Mais la guerre de l'anneau ne pouvait être gagnée ni par l'éclat, ni par la domination. Elle exigeait autre chose, l'humilité, la patience et la foi dans les plus petits. C'est pourquoi, dans cet univers, être trop puissant devient parfois un handicap. La lumière la plus intense projette aussi les ombres les plus visibles. Et dans une quête fondée sur le secret, ce sont souvent les flammes discrètes qui brûlent le plus longtemps. En fin de compte, le Seigneur des Anneaux ne nous dit pas que le pouvoir est inutile. Il nous rappelle quelque chose de plus dérangeant encore. Le pouvoir n'est jamais la réponse, le choix l'est. Si cette analyse t'a éclairé comme la lumière d'Eärendil dans l'obscurité, alors rejoins la communauté. Un like pour la route, abonne-toi et que ton algorithme ne te trahisse pas.